la nouvelle mise en garde des États-Unis sur l'arme nucléaire. Mise en garde à Vladimir Poutine. Les États-Unis remettent le sujet sur la table. Le chef de la diplomatie américaine, donc, a voulu revenir sur le sujet. Mais ce qui retient l'attention, c'est qu'il révèle à cette occasion que des discussions discrètes, secrètes, vous le direz, sont en cours au plus haut niveau sur ce sujet de la menace nucléaire avec le plus haut sommet de l'État en Russie. Alors, quelles sont ces déclarations? Que recoupent-elles? Quelle signification et quelle importance faut-il leur donner? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qu'ont déclaré les responsables américains? Eh bien, c'est Anthony Blinken qui le déclare. Le chef de la diplomatie américaine annonce dans un entretien accordé à la chaîne américaine CBS que Washington est en discussion directe avec la Russie et en particulier sur le dossier du nucléaire. Dans un premier temps, il met en garde la Russie, mais au passage, il dévoile cette information. Écoutez. We have been very clear with the Russians publicly and as well as privately to stop the loose talk about nuclear weapons. It's very important that Moscow hear from us and know from us that the consequences would be horrific, and we've made that very clear. Any use of nuclear weapons would have catastrophic effects for, of course, the country using them, but for many others as well. Vous l'avez bien entendu, la phrase clé, c'est celle-ci, en public et en privé. Alors qu'est-ce que cela signifie? En public, on le sait, ce sont les grandes déclarations de Joe Biden, encore la semaine dernière à la télévision américaine. Il avait mis en garde contre l'utilisation des armes nucléaires et encore ici, plus récemment, devant le pupitre des Nations Unies. Et effectivement, la nouveauté, c'est cette idée de canal privé de communication. Un autre homme en dit un peu plus, Jack Sullivan, le conseiller sécurité de la Maison-Blanche sur une autre chaîne américaine. Nous avons la capacité de parler directement à un haut niveau aux Russes et leur dire clairement quel est notre message et d'entendre le leur. Il poursuit. Cela s'est produit fréquemment ces derniers mois et même ces derniers jours. Autrement dit, David, il y a bien des négociations directes au sommet des deux États. Voilà. Alors, peut-être ça ne surprendra pas les initiés, mais pour le commun des mortels, on le sait quand Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine, on le sait quand Olaf Scholz parle à Vladimir Poutine, mais on ignorait qu'il y avait des discussions à des niveaux très importants entre les États-Unis et la Russie. Est-ce qu'on a une idée de l'identité des interlocuteurs, Lucille, et des canaux de discussion? Eh bien, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le fameux téléphone rouge, tel qu'on l'appelait du temps de la guerre froide et qui permettait de relier les dirigeants américains et soviétiques. Mais aujourd'hui, de toute évidence, ce téléphone rouge n'existe plus. On a beaucoup entendu parler des conversations entre Olaf Scholz, le chancelier allemand, ou Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, mais jamais de Joe Biden. Deuxième hypothèse, le canal militaire entre les états-majors américains et russes. On sait que ces types de canaux sont ouverts même pendant les guerres et qu'en théorie, ils sont exploitables. C'est donc une piste à ne pas négliger. Troisième hypothèse, un canal ouvert via des intermédiaires. On pense à des hommes d'affaires, ceux qu'on appelle les facilitateurs. Par exemple, le milliardaire et ancien propriétaire du club de foot de Chelsea, Roman Abramovich. Il aurait joué un rôle déterminant dans la libération de 5 prisonniers de guerre britanniques dans le cadre d'un échange entre les pro-russes et les Ukrainiens. Merci Lucille. Général Trinquant. Il y a des canaux de discussion, ça vous surprend ou... Pas du tout. C'est ce que je cite tout le temps en parlant du dialogue nucléaire. Alors le dialogue nucléaire, il a plusieurs formes. Il a la forme de conversation téléphonique, la forme d'observation qui sont communiquées aux autres et la forme de gestes. J'ai vu que vous bougiez vos sous-marins, je bouge les miens, etc. etc. Ça, mais alors qui discute avec qui d'après vous? Alors, le fameux téléphone rouge qui était un téléscripteur, qui fonctionne plus de cette façon-là aujourd'hui. Mais le chef d'état-major américain avait déjà dit qu'il discutait avec le chef d'état-major russe. Hein. C'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau, mais on le savait. Oui, il l'avait annoncé. Ce que je veux récemment dire, oui, il y a 2-3 mois à peu près. 13 et 19 mai pour être précis. 13 et 19 mai. D'abord, un échange entre les chefs d'état-major,
et ensuite un échange avec le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et son homologue au Pentagone américain. Et de quoi parle-t-on? Alors, moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans ces déclarations, c'est de voir à qui s'adressent officiellement ceux qui parlent. Le président Poutine, on le sait, c'est plutôt pour sa population. En disant, attention, le chef, nous, on a l'arme nucléaire et on est capable d'en parler. Les Américains, eux, c'est aussi tous les pays de l'OTAN. Il faut rappeler que le parapluie nucléaire de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Et il s'agit de bien montrer que les États-Unis sont à la manœuvre. Et donc on retrouve le dialogue entre la Russie et les États-Unis directement, qui sont les grands détenteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. La France et la Grande-Bretagne, on le sait, les ont. Mais c'est négligeable par rapport aux grands détenteurs des armes nucléaires. Et je rappelle que dans ce dialogue, il y a des mots qu'il ne faut pas rater. Par exemple, le président Poutine, il y a 3 ou 4 jours, lorsqu'il a parlé de l'arme nucléaire, il a bien dit, si l'OTAN ou les Occidentaux, je ne me souviens plus quel terme, veut l'utiliser, qu'ils sachent que nous l'avons. Ça veut dire quoi? Indirectement, ça veut dire pas de premier usage pour les Russes. Ça veut dire réplique des Russes s'ils sont attaqués. Et ça fait partie du décryptage et du dialogue qu'il doit y avoir entre les deux. Pardon de poser quelques questions précises. Est-ce qu'on imagine que Vladimir Poutine parle à Joe Biden? Est-ce qu'on imagine qu'il y a un dialogue direct entre les deux hommes sur ce Non, sujet? probablement pas. Probablement pas. On parlait des chefs d'état-major, on parlait peut-être d'intermédiaires, mais probablement pas de dialogue direct comme ça. Je rappelle que pour utiliser l'arme nucléaire, le président Poutine, il y a 3 personnages importants. Lui, bien sûr, le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Donc il suffit qu'un des 3 discute pour qu'on sache que le canal est ouvert. Donc les chefs d'état-major, il est vraisemblable qu'ils discutent ensemble. On va les revoir. Gerasimov d'un côté, j'ai oublié le nom de l'américain de l'autre, Laure. Mark Milley. Moi, ce qui me semble, c'est que ce n'est pas seulement un dialogue avec les opinions qui amène les Américains et les Russes à discuter. Je pense qu'il est clair qu'il y a dans ce dialogue russo-américain des avertissements qui sont envoyés des deux côtés. Il y a d'abord la gesticulation nucléaire de Vladimir Poutine qui ne se contente pas, qui ne dit pas, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, que on n'attaquera pas en premier, puisqu'il sous-entend en fait, en montrant qu'il veut sanctuariser les territoires qui ont été occupés, que ces territoires vont devenir russes, en disant qu'il va y... C'est notre interprétation. Moi, ce que je cite, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est une interprétation qui est basée sur un discours absolument transparent de sa part. C'est en tout cas ce qu'il veut que nous croyions. Et d'autre part, donc, il y a une menace directe en fait, d'utilisation de l'arme nucléaire. Et je pense que les Américains, aujourd'hui, prenant très au sérieux cette menace, même si elle est clairement de l'ordre du chantage, ne peuvent pas se permettre de ne pas envoyer des signaux extrêmement clairs aux Américains, aux Russes, pour leur dire « attention ». Si vous dépassez les bornes, il y aura des réponses. Et j'ai trouvé, je pense que c'est un avertissement du côté américain, qu'il y a probablement même de l'idée qu'il y aurait des ripostes, peut-être, je ne sais pas comment ce dialogue est mené exactement. J'ai été frappée, par exemple, que l'ancien commandant des forces de l'OTAN en Europe, Ben Hodge, par exemple, le général Ben Hodge, dans une interview, a parlé récemment, a menacé, en fait, a dit si les Russes balancent une arme nucléaire tactique sur une grande ville ou de manière générale sur le théâtre du conflit, il y aura une riposte qui pourrait être, par exemple, peut-être pas d'ordre nucléaire, mais une riposte qui, par exemple, anéantirait la flotte russe en mer Noire. C'est ça, une riposte conventionnelle éventuellement, lancer un missile de longue portée. Mais ce qui nous surprend, nous les profanes, c'est qu'on sent aujourd'hui la montée des tensions, l'escalade de Poutine, on sent des États-Unis très remontés, Washington très remonté, et en même temps, pour autant, il y a donc un dialogue entre deux personnes donc, qui peuvent discuter et éventuellement s'entendre, peut-être. Montée des tensions. On évoquait à l'instant l'émission fameuse de CBS 60 Minutes. Moi, je vous propose un retour en arrière, non pas de 60 minutes, de 60 ans. Juin 1962, la crise des missiles de Cuba. Qu'est-ce qui se passe? Nikita Khrouchtchev envoie 50 000 hommes et une trentaine de missiles à tête nucléaire sur l'île de Fidel Castro. Tension immédiate avec, évidemment, Washington. C'est John Kennedy. Qu'est-ce qui se passe? Il y a échange de lettres et il y a une négociation en coulisses. Khrouchtchev accepte de retirer les fusées en question et en contrepartie, eh bien, Kennedy, lui, consent à retirer une quinzaine de missiles qui sont déployés en Turquie et en Italie.
Et c'est alors qu'effectivement, on installe ce téléscripteur, comme disait le général, qui n'était pas un téléphone avec un combiné, mais depuis, la ligne est restée ouverte. Elle n'a jamais cessé de l'être, alors qu'on avait frôlé en 62 le désastre nucléaire. Donc, je veux dire, quand vous avez, par exemple, on l'évoquait, donc Mark Milley, Valéry Gerasimov, les deux chefs d'état-major, 6 jours auparavant, Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, donc le patron du Pentagone, qui discute avec Shoigu, ils ne dévoilent pas, ils le disent d'ailleurs, la teneur de leur discussion. Et peut-être ne se sont-ils pas dit grand-chose de crucial, mais l'idée que les États-Unis et la Russie auraient besoin d'émissaires, d'intermédiaires ou de médiateurs me paraît tout à fait fictive. Est-ce que ça doit nous rassurer, Denis ? Est-ce que ça va nous rassurer? En quelque sorte, oui, bien évidemment, parce que aussi, ce dialogue entre Moscou et Washington, je vous rappelle que c'est un dialogue, ce n'est pas des négociations, donc ils parlent constamment tout le temps. Je vous rappelle aussi que les relations diplomatiques n'ont jamais été rompues entre les États-Unis et la Russie. Certes, elles ne sont pas dans les relations amicales, mais par contre, il faut toujours parler, parce que, imaginons, un jour, si jamais ce dialogue il sera tout à fait rompu, c'est-à-dire qu'il y a une moindre provocation ou une moindre erreur même technique de la part de la Russie ou de la part de Washington, on peut aller jusqu'à la destruction nucléaire totale. Donc c'est nécessaire, et ça c'est compris par tout le monde. Peu importe les objectifs de Poutine ou de Biden, il faut se parler, parce que le moindre chose qu'ils veulent éviter, c'est bien évidemment un désastre nucléaire et la destruction totale. Et d'après vous, ce dialogue n'a jamais été rompu depuis le début de l'invasion? Parce qu'on a entendu Joe Biden traiter Vladimir Poutine de boucher. Et il avait sans doute raison quand on voit ce qui s'est passé à Boutcha. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on a entendu des paroles, des mots très forts, d'un côté comme de l'autre. Il n'a jamais été rompu. Il faut bien distinguer les deux niveaux. Le dialogue permanent, comme Vincent le soulignait, qui est par un autre système que le téléphone rouge, peu importe, mais qui est un dialogue direct pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'escalade technique et qui amènera la frappe nucléaire. Et puis le discours officiel, celui qu'on entend et qui est fait pour nous, pour les autres, pour les Russes et pour les Américains, pour les Européens. Et c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est que le dialogue du dessous soit maintenu. Mais quel genre de dialogue parle-t-on, Dominique? Est-ce qu'on en a une idée? C'est-à-dire, est-ce qu'ils abordent clairement le sujet? On imagine bien que les États-Unis peuvent dire ce serait inacceptable d'utiliser l'arme nucléaire, ne le faites pas. Enfin, ça ne doit pas se limiter à ça. Alors, on va rentrer sur un caractère tout à fait technique. Souvenez-vous, quelques jours après le 24 février, le président Poutine dit on va passer au niveau 2. Bon. Au niveau 2 de l'alerte, de mise en alerte voilà, des armes. Sur 4 niveaux. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que font les Américains? Si ça bougeait, ils appellent les Russes en leur disant « Attendez, vous êtes en train de faire passer à niveau 3, là on ne l'accepte pas ». Voilà le type de dialogue qu'il y a. C'est vraiment un niveau très très technique en fait. Hein. Et un autre exemple technique, imaginez que vous ayez des manœuvres conjointes ou indépendantes avec un tir de missile. Erreur de guidage. Bon. Il faut pouvoir faire savoir à la partie adverse qu'il n'y avait pas d'intention hostile, que c'est une erreur et que donc il faut prévenir toute surréaction pour ne pas atteindre l'irréparable. Et quant à la disjonction du lexique entre ce qu'on dit au public et ce qu'on se dit dans l'intimité d'une conversation cryptée, que disait Kennedy du leader Maximo Castro en 62? Que disait le Barbudo des gousanos américains? Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce bas monde. Hein. Non mais vous comprenez que voilà, on cherche à en savoir plus, qu'on soit intrigué. Mais il me semble, en fait, ce qui est important de dire, tout en parlant de ce dialogue technique, de ce qui a été dit, c'est de dire aussi que malgré ce qui se passe, aujourd'hui, les Américains font l'analyse que Vladimir Poutine est en situation de faiblesse, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien cette mobilisation partielle dont nous allons parler, que cette montée dans les tours nucléaires et la manière dont il brandit cette menace nucléaire se passe dans le contexte d'une situation déstabilisante pour le Kremlin où des revers successifs ont été engrangés. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les Américains annoncent la poursuite de leur aide à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté, effectivement, ce dialogue pour s'assurer sur le plan, disons, stratégique et technique que ça ne va pas déraper, en tout cas pour les avertir aussi qu'ils suivent absolument tout ce qui se passe, tous les mouvements, et qu'ils préparent des scénarios de riposte. Mais c'est aussi, si vous voulez, une action qui tente à leur montrer, nous ne nous laissons pas impressionner
par vos menaces nucléaires. Nous continuons notre aide Non mais ça, à ils l'Ukraine. pourraient le dire publiquement, d'une certaine Oui, manière. mais Ils l'ont dit d'ailleurs publiquement. publiquement. Ils le disent publiquement, bien sûr. Oui, oui. Ça, c'est pas la teneur de la conversation. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'ils conversent, ils agissent aussi, et Oui. pas du tout dans un sens d'apaisement. Oui, oui. Techniquement, par exemple, les Américains avaient prévu un test d'un missile balistique au mois de mars. Ils l'ont annulé. Et ça, c'est un message qui passe aux Russes. Vous voyez, on ne veut pas de confusion. Vous pourriez croire que c'est une attaque ou etc. On annule ce test. Oui, Denis. Bah, surtout qu'il y a aussi eu des essais des missiles russes, même après la guerre, donc des missiles aussi à longue portée, qui ont été sûrement annoncés aux Américains, parce que si jamais ce n'était pas le cas, bah, ce sera aussi un pas vers une catastrophe nucléaire. Et aussi, il faut bien le rappeler, que tout le discours politique de la part des hommes politiques russes, je veux dire, soit le président Poutine, soit Dmitry Medvedev, il est assez anti-américain, anti-l'OTAN, donc il est aussi, quand même, il est très offensif. Et si jamais ce discours là est pris au premier degré, c'est-à-dire que si jamais les Américains, ils pensent qu'effectivement c'est un discours qui vise l'extérieur du pays et pas l'intérieur, donc ils ne visent pas juste la population pour leur montrer un peu la voie qui est poursuivie par la Russie. Dans ce cas-là, bien évidemment, ça aurait été très mal admis par les États-Unis. Et là, on peut craindre également le pire. Donc, ce canal qui n'est pas un secret pour tout le monde, que ça existe, c'est un peu, ça peut nous sauver de quelque chose de grave.